Bonjour à tous, bienvenue sur Only Agent Podcast numéro 130. Moi c'est Plax et j'ai aujourd'hui un parterre d'invités pour cette bye week, ce podcast spécifique de bye week. Et je vais commencer par saluer comme d'habitude, avant de passer à nos invités, Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo ? Ça va, je suis comme vous pouvez le voir ici avec le boule de Daniel Jones. Dans le nez. Dans un superbe maillot, hein, le maillot, c'est un peu compliqué avec le mode miroir, mais Ouais. avec le maillot rétro qui est le pantalon couleur peace des Giants. Donc voilà. Non mais sinon ça va, j'ai cru qu'on jouait cette semaine, j'avais oublié qu'on était en bye week et puis heureusement tu m'as rappelé qu'on avait un podcast. Ouais, le maillot qu'a priori on ne reverra jamais, hein, puisque c'est le maillot sur lequel on a pris une grosse branlée contre les Vikings, donc il y a peu de chances qu'on le revoie. En plus, voilà, c'est vrai que cet équipement avec ce pantalon n'est pas incroyable. Après, je vais faire dans l'ordre, en fonction de comment ça s'affiche sur mon écran. On a avec nous Niti, qu'on a déjà vu dans ce podcast. Comment vas-tu, Niti ? Salut Plaque, salut Thiergo. Et écoute, ça va bien. Alors là, aujourd'hui c'est le matin là chez moi, mais sinon tout va bien. Prêt à parler des Giants et prêt à en discuter avec vous comme d'habitude, messieurs. Ça fait plaisir d'être là. C'est le matin, pas que chez toi, Niti, hein. C'est le matin chez tout le monde et on se réveille aux aurores parce qu'il y a un mec à l'autre bout du monde. Sauf chez toi, bien sûr. Parce qu'il y a un mec à l'autre bout du monde. Mais bon, bref. Bon, et on a le dernier invité, on a avec nous Bertrand. Comment vas-tu, Bertrand ? Bonjour Plax, salut Thiergo, salut Niti. Écoute, ça va bien. Content de parler des Giants avec vous. T'as vu, moi je suis inséré carrément dans l'Allianz Arena. J'ai pas quitté les lieux. Mon rêve continue, donc c'est super. Et puis Thiergo, ouais, au niveau boule de Daniel Jones, attention, tu vas prendre un coup de fesse de sa part là. Fais gaffe. Ouais, ça va nous rappeler le butt fumble de Mark Sanchez. Encore un miracle au sein du Meadowlands, enfin du MetLife Stadium. Il y a qu'aux équipes new-yorkaises que ça arrive, ce genre de truc. Il s'en passe des choses magnifiques à New York, c'est beau. On a effectivement un tout petit décalage avec Bertie, mais on va faire au maximum pour que ça se passe bien. Avant qu'on commence ce podcast, donc on va faire un bilan de saison, on va parler un tout petit peu de la draft aussi, puisque évidemment les Giants, malheureusement, la saison est finie, donc on commence déjà à se tourner un petit peu. Et puis pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, nous, on enregistre ça un dimanche. Il y avait hier un match de Colorado et il y avait Joe Shane qui était là-bas pour voir potentiellement un certain quarterback, un certain wide receiver / cornerback aussi qui se bat pour le Heisman Trophy, etc. Donc il y a des choses à voir et on va en parler. On va juste faire un tout petit point rapide sur le Patreon. On vous rappelle que vous avez possibilité de nous soutenir via Patreon. C'est patreon.com/onlyagentpodcast. Et voilà, et on va pas en reparler plus longtemps que ça, mais on va juste remercier Steph70, nouvel abonné. Merci beaucoup pour le soutien. Ça fait plaisir et ça nous permet de continuer à développer le blog, le podcast, le Twitter et tout ce qu'on fait autour des Giants. Est-ce qu'il y a autre chose, Thiergo, qu'on doit aborder avant de commencer ce podcast ? Je crois pas. On est bon ? Non, tu as tout dit. Juste rappel, pour Patreon, c'est un système d'abonnement mensuel, mais vous n'êtes pas obligé de donner sur plusieurs mois. Vous pouvez faire une donation one-shot. Dès que vous êtes débité, vous arrêtez l'abonnement Patreon. Et puis voilà. En tout cas, merci de votre soutien. Et puis merci, comme d'habitude, à nos fidèles auditeurs, à ceux qui retweetent, à ceux qui likent, à ceux qui commandent. Et on salue aussi toute la petite communauté de fans des Giants qui sont sur notre Discord et dont Bertie et Niti, qui rendent les semaines beaucoup plus sympathiques, puisqu'en fait, on se marre bien quand même, on déconne bien sur ce chaîne Discord. Ouais, ah oui, d'ailleurs, et alors effectivement, on a le Discord que vous pouvez rejoindre si vous avez besoin. Vous pouvez me demander si vous voulez un lien, on l'a déjà partagé, mais si vous voulez, on peut vous le renvoyer. Et j'en profite aussi, tiens, pour rappeler que le 8, pour le match contre les Saints, bien, on a prévu de se retrouver dans un bar à Paris, le Red House, pour aller regarder ce match tous ensemble. On est déjà plus d'une dizaine et on a même invité des personnes. Si vous n'êtes pas des Giants, n'hésitez pas aussi à passer si vous voulez, sauf si vous êtes des Eagles, bien sûr. Là, le bar sera fermé pour vous. Non, je plaisante, vous avez le droit de venir. Il y aura un videur et le mec, s'il aperçoit un logo des Eagles, c'est une grande tarte dans la gueule, direct. Non, voilà, n'hésitez pas aussi, on pouvait vous inscrire, il y a un article sur le blog là-dessus, donc où il y a un lien, vous pouvez vous inscrire. Et nous, ça nous permet juste de réserver, à savoir si on doit réserver pour 10, pour 20, pour 2. Bon, déjà, ce sera au moins pour 10, ça c'est sûr, mais si vous voulez vous joindre, n'hésitez pas, voilà. On va commencer donc ce podcast, on va parler de cette saison, et donc je vais vous donner la parole les uns après les autres. Bilan, alors j'imagine évidemment
qu'aucun de nous ne va répondre qu'il est extrêmement satisfait de cette saison et que ça répond à toutes ses attentes. On va commencer par Bertrand, puisqu'on lui a donné la parole en dernier. Les derniers seront les premiers. Bertrand, qu'est-ce que tu penses de cette saison? Quel est ton avis? Ah non, pardon, juste rapidement, excusez-moi, je suis désolé, je suis un très mauvais animateur. Je voulais parler rapidement de Munich. Est-ce que Nitti et Bertie, Bertrand, restez sur toi. Vous étiez tous les deux à Munich pour des raisons différentes, mais vous avez aussi représenté la communauté Giants France là-bas. Bertrand, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, comment tu as vécu ça? Est-ce que c'était ton premier match? Et un petit retour voilà, pour les gens qui voudraient peut-être aller voir un match un jour à Londres ou à Munich. Est-ce que tu peux nous dire voilà, comment toi, tu as vécu ce week-end? Déjà, au niveau du voyage en lui-même, Munich, c'est vraiment très accessible pour tout, pour les transports, etc. Donc, si vous voulez vraiment aller à Munich, s'il y a d'autres matchs à Munich, n'hésitez pas parce que c'est vraiment bien. Tout est facilité. Il y a une bonne organisation allemande. Hein. Il y a beaucoup de rigueur, je trouve. C'est ça qui est bien. Après, au niveau de l'expérience en lui-même, oui, c'était extra. L'Allianz Arena, c'est vraiment un stade fait pour les matchs de NFL. Ça, c'est sûr et certain. Les Allemands mettent une grosse ambiance aussi dans le stade. Et puis, nous, ça nous a permis avec Nitti d'être proche, surtout dans les endroits parfois où peut-être on pouvait pas, mais on s'est approché au plus proche du terrain, des joueurs, et voilà, c'était une grosse expérience avec la tribune de presse et voir en conférence de presse Daboll et Brian Burns, sur lequel on reviendra avec Nitti, je pense, parce qu'il nous a bien fait rire à un moment donné, Brian Burns. Oh, ouais, c'est cynique. Ouais. Vous aviez aussi, parce que grâce à vos accréditations que vous aviez, chacun pour des sites différents, mais vous aviez aussi accès à des choses un peu spécifiques que le commun des mortels, entre guillemets, n'aurait pas accès s'il a juste des places en tribune. D'ailleurs, des places en tribune qui étaient extrêmement difficiles à avoir. Toi, Nitti, comment t'as vécu? J'ai vu que vous m'aviez envoyé pas mal de photos que j'essaie de repartager sur Twitter. Il y avait l'air d'avoir une grosse ambiance. C'est vraiment un truc qui remontait aussi. Il y avait, comment il s'appelle, License Plate Guy, que vous avez vu, qui disait ouais, énorme, les mecs étaient chauds et tout. Donc voilà, est-ce que t'as vécu aussi cette ambiance assez ouf, Nitti, de ton côté, le bar, enfin tout ce qu'il y avait autour, même en dehors du stade? Ouais, moi, pour info, je suis arrivé le vendredi soir, et dès le vendredi soir, il y avait déjà beaucoup de fans de NFL en général qui étaient déjà arrivés sur place à Munich pour participer à des événements, parce qu'il n'y avait pas que les Giants qui étaient présents, il y avait aussi des fans des Chiefs, des fans des Panthers évidemment, mais des fans d'autres équipes qui étaient là. Et moi, je suis allé dans Lofbrau's House, on va dire. C'est là où étaient situés les Giants House. Alors, Lofbrau, pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque de bière allemande qui est très connue, très célèbre. Et c'est là où la bière coule à gogo. Voilà, exactement. C'est la plus grande brasserie, en tout cas, de l'Allemagne. Là, c'est là où il y a le gros salon, en tout cas. Et c'était là où étaient implémentés tous les fans des Giants et même des légendes des Giants qui étaient là. Victor Cruz, Carl Banks, Sean O'Hara étaient présents. Et puis ensuite, il y avait la Giants House où on est allé avec Bertrand, avec également les mêmes joueurs, plus Phil Simms qui était là également dans cet événement uniquement pour les fans des Giants. Et on a fait quelques activités, on a pu se faire signer des autographes. On a même eu l'écharpe que vous voyez juste là aussi comme cadeau de la part de l'organisation. Mais c'était très très bien organisé, c'était très très bien huilé, et honnêtement c'était un magnifique événement, un magnifique week-end qu'on a vécu avec Bertrand là-bas. On a pu échanger plus tard avec License Plate Guy vite fait, où lui il nous disait on va être au premier rang, on va être juste à côté du banc juste pour les engueuler s'ils font un mauvais jeu ou quoi que ce soit. Mais clairement, c'était une belle expérience, une expérience limite d'une vie, sur un week-end. Et il faut dire que, je sais pas si Bertrand c'était son cas, mais moi j'étais super bien placé effectivement dans le stade, où je voyais quasiment tout le stade avec un joli tifo Allemagne, le drapeau américain et les logos NFL. Et je pense qu'on leur a donné une leçon de tifo. Je sais pas si les Américains vont faire la même chose, mais on leur a donné une leçon à ce niveau-là. Les Américains, c'est pas trop leur truc. Les groupes de supporters comme nous on connaît, tu sais, avec des tifos, avec des vrais chants de supporters. Eux, ils ont 2 chants, tu vois. C'est pas du tout la même ambiance que nous. Même défiler dans la rue en arrivant au stade, tu sais, comme on voit souvent ça avec les banderoles, les fumis, les trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qui n'existent pas aux États-Unis. Eux, c'est barbecue sur le parking du stade avant le match. Après, ils préfèrent les cartons et afficher des messages, tu vois. C'est pas comme chez nous. Nous, il y avait un peu moins. Non, c'est clair. Mais c'est ça. Je pense, si jamais ça arrive en France un jour,
dur. C'est le genre de truc. Là, pour le coup, nous, on est très fort sur ça en France. Ouais. Tu regardes les clubs français, tu regardes Lens, tu regardes Paris, tu regardes Marseille. Enfin, voilà, ces clubs-là sont capables de faire ça. Donc, peut-être que voilà, c'est rigolo que eux voient de leur côté, alors que souvent, il est 9h du mat aux États-Unis parce qu'eux, ils se lèvent à peine et c'est déjà le match en Europe. Ils peuvent tomber sur ça et c'est assez rigolo. En tout cas, c'est bon. Donc, gros week-end pour vous et heureusement, ça s'est terminé par une magnifique victoire des Giants. Hein, tout s'est bien terminé. Évidemment. Voilà. Malheureusement, on a réussi à perdre contre les Panthers. Voilà, donc, le match qu'on annonçait gagner. Ah, le match qu'on devait, surtout, on se disait, on va le gagner, en fait. C'était victoire assurée pour nous. Et voilà, bien joué, belle sur prédiction. Le papier, c'était bon, on avait gagné. Sur le papier, on avait gagné. Ouais, aucun problème. C'est clair. Merci pour ce petit retour en tout cas, effectivement. Et puis c'est un peu ce qu'on avait vécu aussi avec Thiergo quand on était allé à Londres. Hein, c'était la même chose. Donc c'est toujours des super expériences. On va donc revenir cette fois-ci. Ça y est, c'est bon. On peut en parler de cette saison. Et puis donc on va changer l'ordre que j'avais prévu. On va commencer par toi, Thiergo. Et on t'a déjà entendu un petit peu en parler sur les autres podcasts. Donc on connaît un petit peu. Mais est-ce que tu peux nous donner un peu toi ton ressenti sur cette saison, comment tu le sens, et puis peut-être qu'on abordera, puisque ça, c'est les questions qui reviennent tout le temps. Est-ce que Joe Schoen, est-ce que Brian Daboll sont safe? Est-ce que, on sait que, a priori, Daniel Jones, on n'a pas la réponse. Au moment où on enregistre ce podcast, on n'a pas la réponse exacte. Est-ce qui va être le quarterback titulaire au prochain match? On est dimanche, il reste une semaine et on ne sait pas encore. On a des indices, évidemment, on en avait parlé au dernier podcast. Mais voilà, comment toi, tu vis cette saison, Thiergo? Qu'est-ce que tu peux nous raconter et comment tu envisages la suite? C'est assez difficile, quand même. Comment je vis cette saison? Écoute, on vit cette saison comme on peut vivre une saison à 2-8, c'est-à-dire forcément très mal. Il y avait des victoires qu'on envisageait et qui, en fait, étaient bien loin de la réalité parce qu'on se disait, ouais, les Vikings, on peut les prendre. Bon, les Vikings nous ont éclaté et ils sont à 7-2 aujourd'hui, donc c'est pas non plus étonnant qu'ils nous aient mis une raclée comme ça. Et puis, il y a eu d'autres matchs où, en fait, on disait, ces matchs, ils sont à notre portée, il faut qu'on les gagne, on a les moyens de les battre, etc. Je pense au match aller contre les Commanders, je pense aussi au match contre les Bengals et le match retour contre les Commanders. Plein de choses qui font que on se dit, ça passe pas loin, mais le fait est que quand tu regardes l'état global de cette équipe, même si ça passe pas loin, on n'est absolument pas au niveau qu'on souhaiterait avoir. On va parler de Joe Schoen et de sa conférence de presse tout à l'heure et de son avenir. Et Joe Schoen a dit on est une équipe qui on a plein de matchs à une possession d'écart. Ouais, mais en fait, on s'en fout parce que sur ces dernières années, on a eu plein de situations où on était à une possession d'écart et ça ne veut pas dire grand-chose d'être à une possession d'écart. Parce que dans ce cas, tu peux aussi dire que des bonnes équipes sont nulles parce qu'elles sont elles ont gagné juste d'une possession. Donc pour moi, c'est un argument qui tombe complètement à plat. Et puis, tu ajoutes à ça le fait que on voit nos anciens joueurs, nos anciennes stars, et je ne pense pas uniquement à Saquon Barkley, je pense aussi à Xavier McKinney qui sont partis dans d'autres équipes et qui en fait réussissent bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi sur ces dernières années d'anciens joueurs. Lorenzo Carter, par exemple, aussi, ou Hernandez. Alors, Hernandez s'est blessé cette semaine, mais en fait, on voit qu'il y a quand même tout un tas de joueurs qui quittent les Giants et qui font bien mieux ailleurs. Et c'est là où tu te dis, on est à une nouvelle saison négative où en fait, c'est terminé. Et tu dis, en fait, est-ce que le problème, c'est pas nous? Est-ce que c'est pas notre management, etc. Et donc, ça amène à beaucoup de questions dont on va discuter un peu plus tard. Oui, pour Saquon Barkley, de toute façon, on l'avait plus ou moins dit, hein, c'était quasiment sûr qu'il allait cartonner. Tu lui donnes un joueur exceptionnel, tu lui donnes une bonne O-line. Voilà, il fait des belles choses. Effectivement, on voit que les trous sont ouverts et qu'il gagne beaucoup de yards. Niti, toi, de ton côté, quel visage tu as sur cette saison? Est-ce que tu es d'accord avec Thiergo sur cette partie on a beaucoup de matchs accrochés, au moins 5 ou 6 qu'on perd avec moins d'une possession d'écart. Est-ce que toi aussi tu penses que ça veut rien dire, ou est-ce que tu penses qu'on n'est pas si loin que ça par rapport à ce que Joe Schoen a dit? Voilà, quel est ton avis toi sur les Giants aujourd'hui? Je suis quand même assez d'accord avec ce qu'il dit, Thiergo, parce que les défaites, on va dire, entre guillemets, encourageantes de 5-6 points, je ne sais pas si les joueurs le ressentent comme ça, en fait. On a perdu, tu vois. Et nous, en fait, effectivement, donc il y avait les Commanders par 2 fois, il y a aussi les Cowboys.
Il y a aussi les Panthers. Mais le problème, c'est que ces matchs-là, avant la saison, par exemple, les Commanders, on doit en gagner au moins 1 sur 2. Tu vois. Les Panthers, on doit gagner aussi la semaine dernière. Et après, oui, il y a 2 matchs pour moi où vraiment on n'a pas été dedans. C'était celui contre les Vikings et celui contre les Eagles. Sinon, après, les autres matchs, on a toujours été là. Mais le problème, c'est que on a manqué de régularité sur beaucoup de rencontres. On a manqué de clarté au niveau des appels de jeu offensifs, au niveau aussi des assignements défensifs. En fait, et donc, cette accumulation de manques fait qu'on est à ce bilan-là cette saison. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas pour chercher d'excuses à Brian Daboll ou à Josh Shane. Moi, je trouve qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, après, effectivement, c'est à eux d'assumer les conséquences, notamment le gros contrat donné à Daniel Jones, etc. Ça, on va en parler plus tard. Mais clairement, cette saison à 2 victoires, 8 défaites, moi, je suis... c'est pas que j'attendais rien, mais je suis quand même déçu. Et c'est un peu dommage parce que là, on aura probablement une bonne place pour choisir un joueur, mais pas sûr que ce soit le meilleur message à envoyer pour l'avenir à court terme des Giants. Non, c'est sûr, après, quand tu te retrouves avec cette place-là où tu peux trouver un bon joueur et potentiellement un QB, on voit la différence que ça fait. Jayden Daniels chez les Commanders, ça change la franchise, qui n'ont pas le même enthousiasme, qui gagnent des matchs. Voilà, même si là, ils sont sur 2 défaites consécutives, notamment la dernière ce jeudi contre les Eagles, où ça a été accroché jusque dans le 4e quart-temps. Ça peut quand même changer beaucoup de choses. Et on va en parler quand on va parler de la draft, mais si on a potentialité d'aller chercher un quarterback, ça peut tout changer. Justement, Bertrand, est-ce que toi, tu penses aussi sur cette partie-là, et beaucoup disent, alors il y en a certains qui sont pas contents de Saquon Barkley soit parti, mais clairement, mon avis à moi, c'est que de toute façon, même s'il avait été chez nous, ça aurait pas changé notre bilan, on serait pas passé de 2-8 à 8-2 parce que Saquon Barkley était là, il a été là pendant 5 ans et ça nous a pas permis de faire mieux que ça. Est-ce que toi, Bertrand, je connais ton amour pour Daniel Jones, est-ce que tu penses que si on avait eu un quarterback meilleur, on aurait eu un meilleur bilan, et voilà, et ton avis global sur cette franchise? Bah, globalement, oui. Là, on enfonce une porte ouverte. Oui, effectivement, avec un quarterback meilleur, surtout Daniel Jones nous a bien montré ses limites. Première action du match à Munich, ballon qui passe au-dessus de 1m50, j'exagère à peine, des mains de Malik Neighbors. Donc oui, c'est certain que c'est le quarterback qui nous fait défaut. Mais après, je vais quand même aller dans un aspect structurel. Tout à l'heure, Thiago disait très bien, il y a des joueurs qui réussissent ailleurs. Moi, je pense qu'en interne, on a quand même des choses qui fonctionnent mal au niveau de l'approche des joueurs, de la psychologie des joueurs. Bon, après, il y a eu l'histoire avec le coordinateur de la ligne offensive qu'on a changé et qui a enfin apporté quelque chose de mieux avec Carmen Bricillo. Donc en soi, oui, on a des choses qui sont bien, mais il y a une partie incompréhensible de la franchise qui fait qu'on fout en l'air certains joueurs et qu'on n'arrive pas à développer notre franchise. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Dans l'Allianz Arena, on voit des choses. Moi, je trouve que j'ai plus vu de choses là dans ce match-là en regardant à droite à gauche tout autour de moi les attitudes des dirigeants. J'avais Joe Shane qui était à ma gauche à 15 mètres. J'avais Nitti qui était de l'autre côté à 10 mètres. C'était les dirigeants des Giants, Nitti. T'aimerais bien. Ouais, et pour le coup, à ce moment-là, tu regardes le banc. Tu regardes le banc, tu regardes des attitudes, tu regardes et je pense que c'est un ensemble de choses qui ne va pas. Par exemple, les joueurs des Panthers, si c'était beaucoup plus, si je reviens sur le match de Munich, mais je pense que c'est un parallèle avec tout le reste de la saison, ils étaient plus quand j'étais des deux côtés motivés, ça criait, ils étaient contents et tout. Alors que là, les Giants, quand ils rentraient, oui, on était contents de prendre des photos pour alimenter le site, pour que nous on ait un souvenir, mais je trouvais qu'ils étaient ils étaient ternes, ils étaient pas enjoués de ce qu'ils allaient faire. Et bon, la preuve, ça s'est vu sur le terrain. Et puis ça s'est retranscrit jusqu'à la conférence de presse, où bien évidemment, ils ont perdu et la saison est en vrac. Donc, c'est pas évident. Mais bon, pour le reste de la saison, moi, je pense que globalement, on dit qu'on a un quarterback de faire mieux, mais je trouve qu'il faudrait déjà nettoyer un peu toute cette ambiance psychologique lourde et qui fait que nos joueurs n'arrivent pas à entre guillemets, performer au mieux. Alors,
Du coup, si on reste avec toi, Bertrand, quand tu dis ça exactement, qu'est-ce que tu penses qui est problématique en interne? Parce que c'est des questions qu'on voit souvent et certains disent bah, ça passe par le GM, ça passe par le coach. Est-ce que ça passe par autre chose selon toi? Est-ce que tu as une idée de ça? Ou est-ce que voilà, tu te dis effectivement il y a l'air d'avoir des soucis en interne, mais je sais pas quoi? Est-ce que c'est plus profond que ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ou est-ce que juste bah, tu constates ça sans vraiment savoir ce qui se passe derrière? Voilà, je constate ça sans vraiment savoir, mais si on prend des petits exemples, par exemple, Brian Dabble, moi personnellement, j'aime bien, voilà, il apporte quelque chose de bien, mais je trouve qu'il n'a pas d'adaptation ou d'adaptabilité durant le match par rapport à un effectif qui est peut-être plus faible et qui, au final, ben voilà, il y a certains coachs avec des équipes plus faibles ou moins de talent, ils arrivent quand même à sortir quelque chose. On adapte son playbook, on adapte son style de jeu, etc. Là, on a l'impression qu'on n'adapte rien. Donc, je sais, à chaque fois, on va me répéter, oui, mais on a le maître à jouer, qui est Daniel Jones, et s'il ne performe pas, s'il ne fait pas de bonnes performances sur le terrain, inévitablement, le reste de l'équipe ne peut pas être tiré vers le haut. Bon, ok, moi je veux bien, mais à un moment donné, tu adaptes ton playbook beaucoup plus, où tu essaies de donner de la motivation pour que si c'est le manque de talent qui est là, bah c'est la grinta, c'est l'envie, c'est le fait de se dépasser, de s'arracher sur le terrain qui va faire que tu vas essayer de gagner des matchs quand même. Et surtout en attaque, parce que bon, encore en défense, ils font le taf, hein, on va pas se mentir. Même si avec Shane Bowen, ça manque peut-être un peu d'agressivité comme on avait avec Martindale, pardon. Et au final, moi je trouve que c'est ça manque de grinta, ça manque d'envie, ça manque de s'arracher sur le terrain. Voilà, c'est pas que de maintenant, hein. Je trouve que l'année dernière aussi un petit peu il y avait cette ambiance là. Je pense qu'il y a un manque on est à New York, on se conforte dans notre grande ville et on est là, on se dit bah, que ça va rouler parce qu'on est une grande ville et qu'on est une grosse équipe et puis qu'au final, non, il n'y a rien qui roule, quoi. Il faut repartir à zéro, mais pas tout changer. Je pense que Sean et Dabble, il faut leur laisser une chance avec le quarterback qu'ils veulent développer. Voilà. Alors justement, exactement, merci de conclure sur ça parce que c'était un peu ce que je voulais aborder derrière. Thiergo, sur la conférence de presse qu'il y a eu de mi-saison, qu'il y a eu en début là, de semaine de Joe Shane, quelqu'un lui pose la question, est-ce que votre job est menacé, machin? Il a répondu clair et net, il a dit non, moi je serai là l'an prochain. Qu'est-ce que toi tu penses, Thiergo, de ce coaching staff? Alors déjà sur l'équipe, effectivement, de ce qu'on vient d'aborder avec Bertrand, de manière structurelle, mais aussi sur Shane et Dabble. Est-ce que pour toi ils sont menacés? Est-ce que pour toi on va leur laisser cette chance d'aller chercher un quarterback? Voilà, ton avis un peu sur cet encadrement des Giants, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je vois que tu es en mute, Thiergo, je te le rappelle au cas où. Oui, en effet, j'étais en mute parce qu'il y avait un peu de bruit chez moi et que je me suis dit que j'allais éviter des perturbations pendant que Bertie parlait. Alors, sur la conférence de Joe Shane, ce qui était intéressant, c'est bon, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup d'éléments de langage, de langue de bois, mais il y a quand même une question qui l'a un peu déstabilisé. Enfin, je pense qu'il y a eu deux moments où je le sentais un peu déstabilisé. La première fois, c'est où on lui a posé une question un peu sur vous avez fait 2 drafts qui sont quand même pas exceptionnels. Evan Neal, on ne lui parle pas forcément des joueurs particulièrement, on lui demande est-ce qu'il aurait pu changer quelque chose et là, tu sens qu'il a un peu des trémolos à la voix en disant ouais, j'ai fait des erreurs, c'est sûr qu'on aurait aimé s'améliorer sur certains joueurs. Donc en fait, il a l'air de reconnaître que il y a certains choix qui n'ont pas été les bons. Hein. On peut commencer par Evan Neal, parce que même s'il a été titularisé contre les Panthers et que ça s'est bien passé, il faut se rappeler que c'était les Panthers et que c'était pas un pass rush de malade. Donc ça, c'est une chose. Il a fait du temps avant qu'on le remette sur le terrain, Evan Neal. Et puis, on a un Deontay Banks qui, après une très bonne saison, a l'air de ramollir un peu, même si en fait les stats montrent que globalement, il est légèrement mieux que sa première saison. Là, il est peut-être plus face à des receveurs numéro 1, donc des choses qu'on ne réalisait pas pendant la première saison deviennent un peu plus évidentes. Donc ça, c'est un peu sur le bilan de la draft de Joe Shane qui, au final, n'est pas aussi glorieux que ça. Il faudra qu'on en fasse tout un podcast parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Même si la dernière classe se débrouille bien, au global, c'est pas génial. Puis le deuxième moment, c'est, on lui a dit, cette saison, dans l'approche que vous avez eue de la position de quarterback, avec l'opportunité de signer Russell Wilson et les choix que vous avez faits, vu comment ça se déroule aujourd'hui, est-ce que vous auriez fait les choses différemment? Et là, il a eu un petit moment d'hésitation, et là, il dit
Il dit non. Mais tu sens que là, en fait, moi, j'ai vu une sorte de flash devant ses yeux où il se dit ah bah ouais, qu'est-ce qui aurait pu se passer si on avait été un peu plus agressif et qu'on avait pris Russell Wilson? Est-ce qu'on en serait à ce stade-là? Alors je pense que c'est aussi trop simpliste de dire c'est qu'en changeant Daniel Jones qu'on résout tous nos problèmes. Parce que malgré ça, on a quand même un manque de cornerback. La ligne offensive, même si elle s'est bien améliorée, dès qu'Andrew Thomas n'est plus là, c'est très très difficile. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est sûr qu'on va dans la bonne direction, mais en 3e saison avec Joe Schoen, on a plutôt l'impression de reculer que d'avancer. Donc je pense qu'il sera là la saison prochaine, parce que à mon avis, s'il est aussi confiant pour dire oui, je serai là, c'est qu'il en a bien parlé avec les propriétaires et que les propriétaires savent aussi. Ils ont donné quand même pas mal d'années à Dave Gettleman, donc en fait en donner quelques-unes à Joe Schoen, c'est pas non plus déconnant. La question qui se pose, c'est est-ce que Brian Daboll, par contre, lui, va survivre à cette saison 2024 et ça, ça va dépendre justement de comment se déroule cette deuxième partie de saison. Ouais, effectivement, tu parlais des 2 premières drafts. Effectivement, c'est vrai, quand on regarde un peu le bilan, c'est pas ultra glorieux. La draft de cette année a l'air bien meilleure. On sent qu'il a réussi à mettre en place un staff, et on l'a vu sur le Hard Knocks, tout son staff qui ont été interviewés, donc on les connaît un petit peu maintenant. La draft qu'il a fait cette année, j'ai partagé hier un tweet où on a pour l'instant le leader en termes de yards à la réception avec Malik Nabers dans les rookies. On a le leader en termes de yards à la course avec Tyrone Tracy Jr., qui est quand même un mec choisi au 5e tour. C'est quand même assez ouf de se dire qu'on a chopé un mec comme ça à ce moment-là. On a le leader en termes de plaquage avec Tyler Nubin, etc. Donc il y a quand même à part le 6e tour avec Muassa, où on se dit bon là, ok, de toute façon c'est un 6e tour, on n'attend pas grand-chose. Le reste, c'est tous des joueurs qui ont été impactants, même Theo Johnson. Donc il y a quand même quelque chose dans cette draft qui a été pertinent, ça s'est mieux passé que les autres. La toute première draft, il venait à peine d'arriver. Il y avait plein de mecs qui sont d'ailleurs des scouts qui se sont fait virer juste après cette draft, donc on sait qu'il n'était pas très satisfait de son staff. Maintenant, la plus problématique pour moi, c'est cette deuxième draft où là, on a l'impression quand même que c'est vraiment pas ouf pour l'instant. Niti, ton avis, toi, sur Shane Daboll, est-ce que tu as écouté cette conférence de presse? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et sur ce staff au global, comment tu te situes là à l'heure actuelle? On a eu cette première saison absolument incroyable où je me souviens, on voyait Daboll sortir du stade, ils tapaient dans les mains, ils étaient contents, on avait gagné à la dernière seconde, c'était magnifique. Et puis derrière, tout s'est un peu écroulé pendant les 2 saisons d'après. Quel est ton avis, toi, sur Shane et Daboll à l'heure actuelle? C'est un peu dur quand même après 3 saisons de se dire on remet déjà en cause Joe Schoen et Brian Daboll si on veut avoir du succès, on va dire, dans les années suivantes. Parce que quand Joe Schoen et Brian Daboll récupèrent l'effectif, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a déjà 3 saisons, mais c'était limite un champ de ruines. Et en une saison, il réussit à nous donner de l'espoir avec une saison incroyable de Daniel Jones et ensuite une place en demi-finale de conférence. Et on se dit, ouais, ça y est, on a l'effectif pour et maintenant, il faut qu'on améliore quelques petites choses dans l'effectif et ça y est, ça va bien se dérouler. Sauf que la deuxième saison de Joe Schoen et Brian Daboll, il ne se passe pas comme prévu et tu l'illustres bien avec ce que tu as dit, la draft. Parce que lors de cette draft-là, malheureusement, on récupère que des joueurs qui finalement n'ont pas la carrière, par exemple, d'un cornerback numéro 1 ou alors d'un futur receveur numéro 2, voire numéro 3. Je pense à Jalin Hyatt notamment. Donc, c'est malheureusement, à partir de là, tout s'est écroulé. Moi, je pense que c'est le 40-0 de l'année dernière qui nous plombe dans notre progression. Et donc, comme le disait Thiago, finalement, on a l'impression de reculer, d'avoir fait 2 pas en arrière plutôt que d'avoir avancé d'un pas. Et c'est là où je suis d'accord. Par contre, là où je vais être modéré, c'est que Joe Schoen et Brian Daboll, on ne va pas les juger sur les 3 premières saisons. Ils n'ont pas encore choisi leur quarterback. Pour moi, c'est là où ça va être déterminant. C'est à ce moment-là qu'on va les juger. Si ils choisissent le bon quarterback, probablement à la draft, parce que s'ils prennent quelqu'un à la free agency, ça n'aura aucun sens vu ce qui s'est passé avec Russell Wilson.
Donc, pour moi, je pense qu'il faut leur donner encore 1, voire 2 saisons de plus avant de prendre une décision et de dire stop, quoi. Mais après, ça rajouterait encore plus d'instabilité parce que finalement, Josh Allen aura fait peut-être hypothétiquement 1 année de plus que Dave Gettleman, alors que David Gettleman, c'était peut-être l'un des pires managers généraux qu'on a eu dans l'histoire de la franchise. Ouais, complètement. Et Joe Schoen, dans sa conférence de presse, il a dit... Attends, tu disais quoi juste avant ? Ça m'échappe. J'ai perdu mon fil. Oui, il parlait de sa saison 2022 et quelqu'un lui a demandé, je sais plus quelle question du journaliste, mais il disait oui, 2022, peut-être que ça nous a trompé un peu entre guillemets sur la qualité de notre effectif et qu'on s'est cru un peu trop en avance par rapport à ce qu'on pensait parce qu'on a fait une belle saison qui finalement était beaucoup de matchs très serrés qui auraient pu mal se passer, qui sont bien passés, donc un peu de chance aussi sur ces matchs-là. Daniel Jones qui fait une super saison là où derrière finalement voilà, donc tout ça en fait les a un peu bernés cette saison de Daniel Jones, ces matchs gagnés, etc. Et peut-être qu'il n'aurait pas drafté pareil si on avait fait une mauvaise saison dès le début. Et je pense, et on en revient malheureusement, cette saison qui a été pour nous vraiment agréable et qui nous a permis de un peu nous reposer et se dire enfin ça y est, on vit quelque chose de cool avec les Giants. Finalement, c'est un peu nous plomber sur au moins ces 2 saisons-là, l'année dernière et cette année. Voilà, et il l'a avoué, il l'a avoué en conférence de presse quand même. C'était de la poudre de perlimpinpin, comme dirait Exactement. Ouais. Perlimpinpin, c'est Macron ou c'est Chirac ? C'est pas Chirac qui a dit perlimpinpin ? Non, c'est bien Macron. Ouais. C'est Macron. Ok. Bon, très bien. Du coup, ça nous permet. Je juste par rapport aux joueurs qui disparaissent, par exemple. Excuse-moi, juste par rapport aux joueurs qui disparaissent, un très bon exemple, Thibodeau. Moi, je n'ai pas entendu, quand je regarde des matchs, qu'on parle de Thibodeau. Je ne le vois pas retranscrire. Alors, il doit faire des choses sur le terrain qui fait qu'il y a des stats et qu'il apporte quelque chose. Mais je ne le vois pas comme un Brian Burns aussi impactant. Et ça fait partie de la classe de draft de Evan Neal. Et puis, voilà, ce mec-là a disparu, entre guillemets. Donc, ça, c'est un très bon exemple. Voilà. Alors là, il est blessé en ce moment, mais c'est vrai que lors des premiers matchs, il a montré des qualités plus techniques, mais des qualités de leadership, je ne sais pas trop s'il les a par rapport à Brian Burns ou voir Dexter Lawrence. Non, je suis d'accord, c'est vrai. Et là où il est fort et comparé à d'autres joueurs, notamment Ojulari, je pense qu'il est moins bon pour rusher le passeur qu'Ojulari, mais il est le fameux seal the edge, donc empêcher le jeu de rebondir à l'extérieur. Tout ça, il est meilleur, et jouer contre la course, il est meilleur. Il nous a fait quelques plaquages sur le running back assez décisifs. Voilà, c'est un joueur qui est peut-être un peu plus polyvalent, mais un peu moins bon pour aller rusher le passeur. Ça, à mon avis, c'est effectivement la réalité. On fera le bilan de toute façon à un moment donné de ces drafts. Et par contre, celle de cette année est vraiment encourageante. On voit des belles choses et on se dit que voilà, si Shane refait une draft comme il a fait cette année, l'année prochaine, avec un quarterback, etc., ça peut clairement... Je pense, pour moi, à mon avis, et on va commencer à parler de sa draft, mais si tu trouves le bon quarterback, et même, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas tolérer à ce que ton équipe soit pas très bonne au début, puisque tu n'as pas les mêmes attentes d'un quarterback qui a 6 années d'expérience, d'un quarterback rookie. Donc, s'il fait des erreurs et tout, tu vas dire c'est pas grave, il est rookie, etc. Donc ça peut relancer les fans, ça peut relancer la franchise entièrement, et c'est exactement ce qu'on voit avec les Commanders, c'est ce qu'on a vu avec les Texans il y a 2 ans, même si là, bon, peut-être qu'ils sont un petit peu moins flamboyants cette année, mais tu peux complètement changer les choses avec un quarterback. Thiago, je vais revenir vers toi. Qu'est-ce que tu penses, toi, qu'est-ce que tu attends de cette draft ? Est-ce que tu penses à 100% que ça va être un quarterback au premier tour ? Et quels sont les postes qui, à ton avis, sont les plus indispensables avec les trous les plus béants qu'on a actuellement dans notre équipe ? Pour moi, ça ne dépend pas que de la draft. De toute manière, c'est avant d'arriver à la draft, il va en effet falloir trouver des solutions via la free agency. Et puis aussi, quand tu es à la draft, il y a des éléments que tu ne contrôles pas, c'est les joueurs qui sont draftés avant, voilà, tout un tas de choses. Donc, plutôt que de dire, voilà, la draft, il faudrait qu'on prenne tel ou tel joueur, surtout que je ne sais pas quels sont les joueurs qui potentiellement pourraient nous intéresser, je dirais qu'aujourd'hui, en termes de priorité, pour les Giants, ce qu'il y a, c'est en numéro 1, le poste de quarterback, parce qu'on a donné la chance à Daniel Jones, ce contrat... Quand il a été signé, on s'est dit, c'est pour 2 ans minimum, et puis si ça ne marche pas, on passera à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Donc, quarterback, c'est numéro 1. Numéro 2, pour moi, ce serait cornerback. Ce serait pas mal aussi de renforcer ça. Et numéro 3, ce serait la ligne offensive, peut-être l'intérieur de la ligne offensive, parce que là, on est sur des vétérans.
mais on n'a pas forcément de solution qui est très pérenne, je trouve. Mais il faut qu'on continue à alimenter cette ligne offensive pour qu'on ait un socle solide qui dure plusieurs années et qu'on ne se retrouve pas dans la situation qu'on a vécue depuis la fin de l'ère Eli Manning, et puis même avant, parce qu'Eli Manning, il a vu tous ses linemen partir et il n'avait plus personne devant lui. Marshall Newhouse sur la droite, Eric Flowers, Will Beatty qui ne savait plus protéger personne une fois qu'il avait été payé. Enfin bon, c'était catastrophique. Mais voilà, donc pour moi, en termes de priorité, quarterback, cornerback, ou DB plus largement, mais je dirais surtout cornerback, et puis ligne offensive. Ouais, il y a un autre poste que tu n'as pas cité, mais on va voir, que moi j'ai en tête, qui me paraît extrêmement important aussi. On va voir si Bertrand pense à ça. Quel est ton avis, toi, Bertrand, sur cet effectif? Quels sont les postes à combler? Effectivement, tu parles de la free agency, ça a du sens, Thiergo, complètement. Soit à la free agency, soit à la draft. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu envisages sur cette équipe? Et à ton avis, vers quoi va se diriger Joe Schoen si là on avait un Hard Knocks 2.0, à ton avis, quelles seraient les discussions et qu'est-ce qui viserait comme joueur en priorité? Oui, en plus, là, en entendant Thiergo, ce qui est marrant, c'est qu'on entend il nous faut un cornerback. Combien de fois et combien de temps on a entendu ça? Il faut un cornerback, il faut un cornerback. C'est complètement dingue qu'on n'ait jamais réussi par rapport à d'autres équipes à en dénicher un. Mais enfin bon, ça c'est petit aparté. Sur le fait, on va viser un quarterback à la draft 2025. Ça paraît évident de toute façon vu la position qu'on aura cette fois-ci. Si dans la deuxième partie de saison, ça aussi c'est toujours pareil parce qu'il y a le semi-tanking entre guillemets ou pas semi-tanking ou ça n'existe pas en NFL. Bon, moi je suis d'accord, mais c'est sûr qu'on va pas, les joueurs ne vont pas forcer le talent pour être sûr de gagner des matchs ou de s'arracher. Je pense qu'il va y avoir des consignes quand même, entre guillemets. Au-delà de ça, oui, un joueur. Alors, c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours dit, c'est les bons encadrements qui font les bonnes réussites de quarterback. Donc, on en a la preuve avec Patrick Mahomes, avec CJ Stroud du côté des Texans, même s'il a un peu plus dedans cette année. Mais globalement, c'est ça qui fait réussir. Donc, qui dit bon encadrement, dit est-ce qu'on a cette bon encadrement? Allez, admettons qu'on l'ait, on va partir d'un point de vue positif. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, justement, de laisser... vous allez me dire, on ne prend pas un quarterback si haut si on ne le fait pas jouer tout de suite. Bon, ok, mais on a vu ce qui s'est passé avec Bryce Young, par exemple. Il a démarré directement et il s'est un peu brûlé les ailes. Donc, est-ce que ça serait pas judicieux, oui, d'avoir ce quarterback, de le développer, d'aller chercher à la free agency un quarterback, on va dire, chevronné, peut-être pour une année, que le quarterback jeune apprenne derrière lui. Et je pense que, on veut tous avoir des résultats tout de suite. On a cette impatience de la jeunesse qui fait qu'on veut des résultats tout de suite. Mais malheureusement, des grandes franchises se construisent dans le temps. Et les Chiefs, je crois que je l'ai déjà entendu dans votre podcast, ne se sont pas construits en 2 coups de cuillère à peau et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, je pense qu'il va falloir être intelligent là-dessus. Enfin, que Joe Schoen mette son intelligence, comme disait tout à l'heure Thiergo, il va pas reconnaître qu'il a été déstabilisé par une question et qu'il a peut-être mal jugé une classe de draft, mais il va falloir bien choisir les bons joueurs pour justement bien avancer. Et enfin, comme cette année avec Malik Neighbors, Nubins et Theo Johnson, je pense, qui sont de très bons choix, et bien enfin pouvoir voir le jour et une construction d'équipe. Moi, ce que je voudrais, juste une aparté, je voudrais qu'on ait une construction d'équipe et surtout, oui, on perd, mais qu'on arrête d'être ridicule sur des jeux. Chaque match, on a un jeu ridicule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est la risée de la ligue. On est toujours à faire une bêtise. T'inquiète pas, on l'a bien vu à Munich. Un truc finesque, là, où à chaque fois, on se retrouve... Oui, aussi, ouais. Où on se retrouve sur les réseaux sociaux et où on peut se faire tailler dans tous les sens parce que, au-delà du perdre, on est la risée, quoi. Et bon, ça, il faut que ça s'arrête, quoi, parce que ça devient pour nous les fans et pour notre esprit là, on va faire un break justement parce qu'ils vont pas jouer cette semaine, mais c'est peut-être tant mieux parce qu'on a besoin aussi de se reposer mentalement après les clowneries qu'ils peuvent faire. Juste Plax pour conclure sur ce que dit Bertrand sur la partie organisation et bien développer le quarterback. Je suis à moitié d'accord avec ça. Regarde les Bengals, par exemple, c'est le contre-exemple parfait. Tu as un super quarterback, tu as des super joueurs, pourtant tu as une organisation un peu chaotique sur le banc de touche. Donc, quand j'y suis à moitié d'accord, c'est vrai que normalement, en général, il faut toujours avoir un staff
pour bien encadrer le jeune quarterback. Mais bon, en l'occurrence, sur le côté Bengals, Joe Burrow n'est plus tout jeune. Donc, voilà, il peut faire ses statistiques à gogo. Donc voilà, je n'ai pas d'autres contre-exemples sous les yeux, mais voilà, il y a aussi un peu entre guillemets, de talent à avoir, un peu d'improvisation à avoir chez certains quarterbacks. Et malheureusement, chez nous, on va pas se mentir, on n'est là pas aujourd'hui. Ah non, Daniel Jones, c'est pas du tout le genre de joueur à faire ça. Ça, c'est clair, on l'a vu depuis 6 ans. Il n'est pas fantasque ou il n'a pas des choses à la Josh Allen ou à la Mark Jackson. Voilà, ça, c'est clair que c'est pas le genre de choses qu'on verra. Thiago, et les Eagles sont un autre contre-exemple d'organisation un peu chaotique, mais avec une équipe qui tourne bien. On l'a souvent dit dans ce podcast, et parce qu'on y croit, pas juste parce qu'on a envie de trouver les Eagles, mais Nick Sirianni est un gars qui est toujours head coach parce qu'il a une équipe talentueuse autour de lui. Le type, en fait, fait n'importe quoi. On se rappelle qu'il y avait quand même des agents de sécurité qui étaient en train de se battre avec des joueurs. Enfin bon, c'est complètement gaguesque. Hein. Je ne parle pas du reste de l'organisation parce que quand tu parles de la gestion de Dewey Roseman, objectivement, c'est un truc qui est bien fait. C'est même un peu agaçant à quel point c'est bien fait. Mais en effet, il y a toujours des contre-exemples. Ça ne veut pas dire que le point de Bertrand n'est pas vrai, parce que dans l'idéal, ce qu'on veut, c'est une bonne organisation qui permette de mettre les joueurs dans les mêmes conditions de réussir. On n'était clairement pas dans ce cadre-là sous Gettleman, hein, avec les Ben McAdoo, avec les Joe Judge et compagnie. Là, c'était catastrophique. Je pense qu'on s'en rapproche quand même sous Joe Shane et Brian Daboll. Après, comme on dit souvent, et c'est pas pour citer un adage que tout le monde cite, mais Rome ne s'est pas construite en un jour. Alors on espère que les New York Giants ne se construiront pas non plus en 15 ans, mais on a besoin de voir de l'amélioration et de voir un bilan de victoire-défaite qui va dans le bon sens, pas qui recule. Non, c'est clair. Et de toute façon, je crois que c'est assez évident. Quand Gettleman disait « on a un plan », bon, pas grand monde y croyait, et c'était plus foutage de gueule, parce qu'on n'a jamais vu son plan, on n'a jamais vu de logique dans sa construction d'équipe. Quand Joe Shane te dit ça, tu sais que c'est vrai, on l'a vu, il a et c'est pour ça qu'il laisse passer des joueurs, il a des logiques de salaire, c'est très important dans un sport américain, dans tous les sports américains d'ailleurs, tu ne payes pas certains joueurs des sommes mirobolantes si ce qu'il apporte sur le terrain n'est pas une contribution suffisante. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Saquon Barkley, on l'a laissé partir parce que plusieurs choses, l'âge, la contribution, l'importance dans l'équipe à ce moment-là, etc. Il a préféré mettre de l'argent sur un pass rusher et aller chercher un running back au 5e tour qui apporte autant, voire quasiment plus que ce qu'apportait Saquon Barkley au même moment. Donc, il a cette logique-là, il sait ce qu'il veut faire, et là, clairement, je suis plus rassuré quand lui me dit qu'il a un plan. Niti, on va revenir à toi, et je vais être un tout petit peu plus précis dans ma question, parce que là, on va aller vraiment dans le cœur de la draft. Peut-être que tu peux nous dire déjà quels sont pour toi les postes les plus importants à combler, mais ce que je voudrais que tu me dises, c'est surtout sur le premier tour. Qu'est-ce que toi tu envisages? Et alors, il y a plusieurs quarterbacks qui sont à chaque fois envisagés. Il y a Jalen Milroe, il y a Shedeur Sanders, il y a Cam Ward. Est-ce que tu vois d'autres quarterbacks qui mériteraient potentiellement d'être allés récupérer avec un top 5 picks de cette année? Puisque ce qu'on entend aussi, c'est il n'y a pas de numéro 1 évident qui sort et donc c'est pas une classe très forte. Alors moi, cet argument de classe très forte, franchement, j'en ai rien à foutre. Il suffit qu'il y en ait un qui soit bon. Je m'en fous que la classe soit forte ou pas. Hein. Il suffit que celui que tu as récupéré il soit bon. Les classes fortes, on les a vues aussi sur les années précédentes. Les Panthers, enfin, je suis désolé, mais leur quarterback, peut-être que là, il a été correct contre nous, mais c'est quand même pas ce qu'ils attendaient, à mon avis. Trevor Lawrence aussi, hein. Allez. Trevor Lawrence aussi, bien sûr, c'était le phénomène, ce cheveu long qui va changer la NFL. Ouais. Franchement, il a des stats à la Daniel Jones en ce moment, donc bon, c'est pas incroyable. Ils lui ont donné un contrat bien supérieur à celui de Daniel Jones. Bref, voilà. Quel est ton avis et quels sont, toi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette question, c'est quels sont les joueurs que tu envisages et qui pourraient, à ton avis, faire le taf au poste de quarterback avec le pick numéro 1? Les trois que tu as cités ont trois profils totalement différents. Shedeur Sanders est clairement un joueur qui peut mener une équipe vers des succès. Il a un vrai ego pour son âge et je sais pas si typiquement c'est le genre de joueur que les Giants veulent, tu vois. Après, il avait ses habitudes, c'est-à-dire qu'il avait souvent un joueur souvent démarqué. Tu l'as cité un peu en introduction, on va citer son nom, c'est Travis Hunter. Par contre, s'il n'a pas
des Travis Hunter ou quoi que ce soit, ou ses habitudes au poste de receveur, il peut galérer chez Dan Sanders. Il peut faire des erreurs. Il les a un peu limités cette année. Donc, pour moi, je pense de la QV, c'est peut-être le quarterback qui a montré un échantillon, on va dire, où il y a le moins de risques. Parce qu'après, les deux autres... Oui, vas-y. Ouais, juste, on parle beaucoup de la puissance de son bras. C'est quoi ton avis, toi, sur ça? Ils disent, ouais, moyen. Non, c'est pas forcément un bras puissant, c'est un bras précis plutôt que puissant. Ouais. Okay. Ça manque parfois de vélocité dans les lancers. D'ailleurs, la semaine dernière, j'en ai encore vu 2 ou 3 où il aurait pu se faire intercepter. D'ailleurs, il y en a une où il s'est fait intercepter. Mais clairement, je pense que Shedeur Sanders a l'échantillon le moins risqué des autres quarterbacks éligibles dans cette QV 2025. Parce que, par exemple, il y avait bien un quarterback qui, moi, m'avait bien impressionné l'an dernier et qui, cette année, est en train de s'écrouler. C'est Carson Beck, clairement. Donc, qui avait vraiment un profil typique Eli Manning, peut-être pour le potentiel. Mais finalement, non, je ne pense pas. Donc, clairement, les deux autres que tu as cités, Jalen Milroe et Cam Attends, Ward, juste avant que tu ailles sur les deux autres, je te coupe 2 secondes, Niti, pardon, mais j'ai lu un truc et je voulais savoir ce que tu en penses. J'ai lu un article qui disait qu'apparemment, Shedeur Sanders et son père, Deion Sanders, serait ce qu'on appelle un package deal pour les équipes de la NFL en mode il faut accepter d'impliquer Deion Sanders. Alors, je ne sais pas à quel niveau, j'arrive pas à comprendre comment. Quel enfer, ça c'est vraiment un enfer. Moi, je vois ça comme un énorme red flag parce que déjà, Deion Sanders, je ne le supporte pas parce que c'est la grande gueule par excellence. Mais je trouve ça assez dingue qu'il y ait le père d'un joueur qui dise « Ah non, mais moi aussi, je vais être impliqué dans l'équipe qui va drafter mon joueur parce que là, ça devient du grand n'importe quoi. » Si c'est vrai. Je veux bien qu'il soit impliqué, mais alors il ne faut pas qu'il dise, par exemple, les jeux offensifs qu'il doit faire, par exemple, quoi, tu vois. Mais ouais, si c'est comme ça, le gamin, je pense sa carrière, elle est déjà foutue. Hein. On va pas se mentir. Hein. Et du coup, les deux autres que j'ai cités, est-ce que c'est pour toi aussi des potentiels pics intéressants ou pas du tout, Cam Ward et Jalen Milroe? On a vu notamment Jalen Milroe, je crois que c'est la semaine dernière contre LSU, qui met 200 yards à la course, 4 TD, enfin un truc assez ouf. Il a l'air quand même assez impressionnant physiquement, c'est un monstre. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ces deux-là aussi? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Jalen Milroe, si on peut le développer comme un Lamar Jackson, moi je le prends. Hein. Pas de problème, clairement. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Quand je dis de développer comme un Lamar Jackson, c'est-à-dire donc l'améliorer dans la précision de ses passes, dans ses lectures, etc. Parce que Lamar Jackson, c'était ça en début de carrière. Hein. C'était oh putain, il y a la pression, vas-y, je vais courir. Allez. Jalen Milroe, typiquement, c'est ça, ce qu'on voit aujourd'hui. Donc en fait, lui, on sait où il y a de la progression. Pour Cam Ward, le problème, c'est qu'il a déjà 5 années universitaires. Et le potentiel, il n'est pas forcément énorme. Donc moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes sur son développement, sachant que ce qu'il montre, c'est pas forcément au niveau NFL aujourd'hui, malheureusement. Ok, donc conclusion pour toi, là, dans un ordre de prédilection, ce serait d'abord Sanders, après Milroe et après Ward en dernier. Ouais. Ok. Et après Ward, si on prend les 3, ouais. Ok. Bertrand, tu as un avis, toi, sur ces joueurs, ces postes? Est-ce que tu as suivi un petit peu ça ou de loin? Comment tu vois un peu la chose, toi, sur ces QB? Alors de loin, je ne suis pas aussi expert que Nitti sur ce genre de choses et je suis un peu comme Thiergo, je m'y intéresse au moment où c'est la draft. Je reste persuadé comme toi, Plax, qu'il y a un moment donné, quand on me dise la classe 2 ou le nombre de joueurs où ils sont bons, non, il y a des tas de joueurs qu'on a dit qui étaient bons ou qui étaient des élites quarterbacks et qui ne sont pas des élites quarterbacks après tout au long de leur carrière. Si on prend sur ces joueurs-là, moi, je vais revenir juste sur Shedeur Sanders. Oui, effectivement, j'ai eu le temps de voir pas mal d'infos. Il y a déjà eu son attitude dans les matchs où il est assez on va dire, agressif ou taunting facilement envers les autres. Après, s'il y a le package avec son père, je pense que déjà dans une franchise qui est bien structurée, c'est déjà compliqué à gérer. Alors, vous imaginez chez nous où on est encore balbutiant comme un enfant qui apprend à marcher, entre guillemets, pour faire les choses correctement avec ce genre de personnage.
ouais, ça va pas être simple. Donc, oui, si de toute la classe de draft, on considère que c'est le meilleur, quarterback et que lui peut faire la différence et qui saura amener notre équipe vers le haut, prenons-le. Mais j'ai peur, malheureusement, que tout son encadrement, son environnement influe beaucoup trop dans notre équipe. Après, je rappelle, il y a Tom Brady, 199e choix, Brock Purdy, Mr. Irrelevant. Il y a moyen d'avoir des bons quarterbacks, même à des tours qui ne paraissent pas être Tommy DeVito. Ça, c'est au management de faire les bons choix et aux scouts. Ouais, Tommy DeVito. Alors, on verra ce qu'il va faire, justement. Je pense qu'il risque de jouer la semaine prochaine. Voilà. Le contre-exemple de ce que tu viens de dire, c'est les dizaines, voire centaines de quarterbacks qui ont été pris après, dans les choix 2, 3 et au-delà et qui n'ont jamais rien donné, qui n'ont jamais lancé une passe en NFL. Donc, je pense que si on regarde le quarterback pris au premier tour versus les quarterbacks pris derrière, on a quand même beaucoup plus de chances de s'en sortir avec les quarterbacks pris au premier tour. On va finir sur c'est un pari. C'est un pari. Bien sûr, évidemment. Ouais, mais je pense pas que ce soit le pari qu'ils font. Et juste mon avis aussi sur ça, on l'a vu, là encore, Hard Knocks nous a apporté beau. Ça fait plusieurs fois que je cite dans cet épisode Hard Knocks, mais on a vu quand même que Shane et son équipe font très attention à l'environnement des joueurs, à la manière dont est fait leur tête, on va dire. Ils prennent pas des teubés comme a pu le faire Gettleman à son époque, où on avait l'impression qu'il connaissait même pas le joueur et qu'il savait à peine quel était l'environnement du joueur. Là, il prend quand même des joueurs qui sont intelligents entre guillemets, qui sont câblés de la bonne manière, pour reprendre une expression à l'américaine. Donc voilà, s'il sent qu'il y a vraiment un gros red flag sur cette histoire de Deion Sanders, ça peut foutre le bordel ou quoi, ça m'étonnerait qu'ils aillent dans cette direction. Je vais finir sur toi, Thiergo, et on arrive quasiment à 1 heure de podcast, donc on va clôturer là. Est-ce que toi, tu penses, Thiergo, avec un quarterback, que on est capable de faire le bon choix, c'est-à-dire est-ce que tu fais confiance à Brian Daboll, parce que je pense que, on va dire, la décision ultime lui reviendra à lui, même s'il est le head coach. Je pense que c'est quand même lui qui a développé Josh Allen, etc. Donc c'est, à mon avis, c'est lui qui va avoir une grande importance dans la décision. Est-ce que tu penses qu'une fois qu'on l'aura récupéré, on a moyen de le développer correctement avec le staff qu'on a à l'heure actuelle? Oui, sans hésitation, voilà. Oui, parce que il suffit de voir ce qu'il a fait avec Tommy DeVito. Et à chaque fois que je parle de Tommy DeVito, je mets des astérix parce qu'elles sont importantes. Tommy DeVito a eu 3 victoires contre des équipes faibles. Mais néanmoins, on a vu une progression dans le jeu de Tommy DeVito, entre le premier match où il est arrivé contre les Jets et on ne le laissait même pas passer la balle. Et petit à petit, on lui a fait faire des trucs. Et puis, en fait, il tentait des passes longues, etc. Et puis après, quand il s'est retrouvé contre une grosse équipe, c'est là qu'on a vu les limites de Tommy DeVito, qui est un UDFA. Et donc, ce que je veux dire, c'est que s'il est capable de faire ça avec un UDFA, un undrafted free agent, en quelques semaines, imaginez un peu ce qu'il peut faire avec un quarterback qu'il a choisi pour certaines caractéristiques qu'il recherche dans son QB idéal. Imaginez ce qu'il peut faire sur une intersaison complète. Parce qu'il a essayé avec Daniel Jones, faut pas se leurrer, il a adapté quand même le playbook, il a essayé de le mettre en position pour faire des plays explosifs, mais ça ne fonctionne pas. Quand il n'y avait pas de ligne offensive, on essayait de le mettre en position pour le protéger. Ça n'a pas fonctionné non plus. Ça a fonctionné la première saison, à la limite, pourquoi pas, mais peut-être qu'avec le game tape, les équipes se sont rapidement ajustées en disant ouais, en fait, on voit que Daboll, mine de rien, ne tente pas certains trucs parce qu'il a Daniel Jones entre les mains. Donc pour moi, si on prenait un quarterback l'année prochaine à la draft, ou même si on prenait un quarterback à la free agency, parce qu'encore une fois, c'est un move qui peut se faire, et on en a parlé, de prendre un vétéran pour 2-3 ans, le temps d'avoir une transition. Je pense que les choses peuvent aller dans le bon sens. Et je suis même plutôt favorable qu'on donne au moins l'opportunité à Brian Daboll de choisir vraiment son quarterback, même si, il ne faut pas se leurrer, ils ont choisi leur quarterback en voulant re-signer Daniel Jones. Et moi, je faisais partie de ceux qui trouvaient que c'était une bonne décision. On s'est planté, ça arrive. Mais cette fois, vraiment donner à Brian Daboll une bonne opportunité de choisir son quarterback. Et puis si ça ne marche pas, on passera à autre chose. Ouais, et par contre ne pas forcer, c'est ça qu'il faudrait essayer d'éviter. Malheureusement, ce qui
quand tu es dans une situation un peu comme aujourd'hui, où tu te retrouves à jouer pour ton poste, etc., on pourrait potentiellement forcer et aller peut-être prendre un mec sur lequel on n'est pas ultra convaincu. Je sais pas. Ça va se décider. Et à mon avis, ce sera décidé avec Mara aussi. On pourra lui dire, OK, on sait que nous, on a notre poste qui est potentiellement en jeu là. Par contre, on n'estime pas que les quarterbacks qui sont disponibles ont le niveau. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse ce move-là, ce move-là, ce move-là? Parce que rappelons-le quand même, il y a énormément de discussions entre Daboll, Shane et John Mara. Et donc, il sait ce qu'ils vont faire en avance. On l'a vu là aussi, le Hard Knocks. Il leur explique avant la draft. Il lui dit voilà, nous on a ça, on va faire ça comme ça. Si ça se passe comme ça, on fait ça. On a vu aussi tous les scénarios possibles. À chaque fois, il dit si lui il fait ça, on va prendre lui. Si lui il fait ça, on va plutôt aller là. Donc, il sera au courant. Il saura s'ils sont convaincus ou pas. Si maintenant ils disent nous on est convaincus, c'est ce joueur-là qu'il nous faut, machin, et que derrière ça marche pas. Là, clairement, il y aura des réflexions sur ce qu'on fait derrière. Et aussi, je pense que ces 3 joueurs-là que j'ai cités, c'est tout bête, mais c'est des joueurs qui sont noirs et on a eu cette fameuse controverse depuis longtemps. Oui, John Mara, il veut absolument pas d'un quarterback noir. Les Giants, ils sont racistes. J'espère vraiment qu'on va en prendre un et qui sera bon et qui va nous faire notre franchise quarterback pendant 10 ans. Tyrod Taylor, il va falloir arrêter, quoi. Ouais, mais c'était pas des quarterbacks numéro 1, mais ce serait vraiment cool qu'on ait enfin ça et que le mec soit bon et qu'il nous carry la franchise pendant 10 ans. Ce serait tellement beau et au moins on arrêterait de parler de ça comme oui, c'est John Mara, je sais pas quoi, il est raciste ou quoi, c'est des conneries. Ouais. Bon. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, bientôt 1 heure. Merci à tous d'avoir été présents. Merci Niti, merci Bertrand et merci Thiergo. C'était très cool de vous avoir tous. Tu veux rajouter quelque chose, Niti? Je t'ai vu. Ouais, non, j'allais te confirmer sur le fait qu'il fallait pas forcer. Effectivement, sur le futur quarterback à choisir. Je pense que tout le monde sera d'accord dans ce podcast, mais aussi tous les auditeurs qui vont nous écouter. Parce que clairement, si on n'a pas le bon quarterback, s'il fait pas mieux que ce que fait cette année, je parle cette année, Daniel Jones, franchement, il faut qu'ils en parlent à Josh Allen et Brian Daboll, à John Mara, dire non, là on n'a pas, il y a pas de moyens, on doit continuer avec lui, par exemple. Tu vois, ça peut arriver, ça aussi. Donc c'est aussi une possibilité, il faut pas l'exclure. Ouais, et qu'on voit enfin une bombe de 60 yards de notre nouveau quarterback vers Malik Nabers. Voilà, ce qu'on n'a pas vu du tout, puisqu'on fait des passes, des stops à 5 yards pour Malik Nabers pour l'instant. C'est tout ce qu'on arrive à faire, donc malheureusement, voilà. Bref, merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode du podcast la semaine prochaine. À plus tout le monde, salut.